dans les difficultés scolaires des enfants. J'exerce en privé à Villebon-sur-Yvette et je me suis formée au centre de référence du Kremlin-Bicêtre. J'ai aidé également, je travaille aussi à l'hôpital d'Orsay et j'ai aidé l'équipe de l'hôpital d'Orsay à monter une consultation spécifiquement sur les troubles des apprentissages. Alors, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, je vais vous parler uniquement de cette entité. Donc, on décrit 3 sous-types de troubles déficitaires de l'attention selon comment sont combinés les symptômes chez cet enfant. Donc, il y a des enfants qui ont un trouble mixte, aussi bien des déficits d'attention que des déficits qu'une hyperactivité et une impulsivité. Des enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention prédominant. Dans ce cas-là, ils passent inaperçus. C'est de cela surtout que je vais parler. Ça peut représenter jusqu'à 45% des enfants qui ne sont donc pas aussi bien repérés parce qu'eux, ils ne sont pas hyperactifs, ils ne mettent pas le bazar dans la classe. Et enfin, les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et impulsivité prédominante. Ça, ce sont surtout les garçons. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'attention, c'est un ensemble qui comprend plusieurs fonctions attentionnelles. Ce sont des mécanismes cognitifs. Alors, je vous ai, pour simplifier, séparé les types d'attention essentiels. Donc, il y a d'abord l'attention sélective ou focalisée. Là, c'est le fait que l'enfant va concentrer, enfin, la personne va concentrer son attention sur une seule chose. Donc, il lui faut la capacité d'inhiber toutes les informations environnantes qui ne l'intéressent pas pour se concentrer sur cette chose. Pour vous donner un exemple d'attention sélective visuelle, voici une planche. Où est Charlie? Charlie, c'est un petit personnage à t-shirt rayé rouge et blanc. Donc, je vous laisse une seconde. De loin, ça doit être assez difficile à repérer. Mais même de près, c'est pas si évident que ça. Donc, ah mince. Là, non. Voilà, donc, voilà. Alors, Charlie, il se trouve ici. Charlie. Il est là. Je les vois toujours. Bon, vous êtes un peu loin. Mais voilà une attention sélective focalisée. L'attention soutenue, qui ne nécessite pas forcément de grosse concentration, mais qui va durer sur un long temps, sur une longue durée. Ensuite, l'attention divisée ou partagée, c'est la capacité de faire 2 choses en même temps. Donc, ça peut être écouter l'enseignant et prendre des notes en même temps. Ça peut être faire du vélo, par exemple, et réciter sa table de multiplication ou sa poésie en même temps. Donc, ça nécessite de traiter les 2 stimulés à la fois. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le contrôle attentionnel ou la flexibilité mentale. Ça concerne toutes les tâches un peu complexes. Donc il faut un but, par exemple résoudre un problème ou apprendre à conduire, ou conduire. Donc il y a ce but et il faut planifier ses actions. Je vais faire telle chose en premier, puis ensuite. Donc ça met en fonction les fonctions exécutives, qui sont aussi des fonctions neuropsychologiques complexes, qui nécessite la coordination avec entre différents réseaux, par des réseaux neuronaux, entre différentes parties du cerveau. Et donc, par exemple, quand on veut conduire, il faut être concentré sur je regarde droit devant moi, je fais attention devant à quelle vitesse roule telle voiture, la voiture de devant moi, mais je dois passer mes vitesses. Je dois en même temps éteindre le stimuli sonore de mes enfants qui sont en train de se disputer par derrière, et surtout être capable
instantanément de modifier notre planification qu'on avait mis en place et de changer notre organisation de réponse. Par exemple, d'un seul coup, un piéton vient traverser, il faut immédiatement freiner. Donc ça, c'est vraiment ce contrôle attentionnel est souvent perturbé chez les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention. Bien évidemment, donc il faut inhiber aussi toutes les réponses impulsives qui ne sont pas pertinentes. Alors il y a plusieurs types d'attention, l'attention visuelle, l'attention auditive, l'attention auditivo-verbale. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu, c'est vraiment de la neurologie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces processus sont totalement en maturation au cours de la vie de l'enfant. Et chacun évolue à son rythme, donc les enfants n'ont pas tous le même rythme de maturation. Et donc, pour une question comme ça à la salle, est-ce que vous savez à quel âge les fonctions attentionnelles sont vraiment totalement matures chez le garçon? Peut-être pas 40 quand même. Mais effectivement, très tard, 25 ans. D'accord? Les filles un tout petit peu plus tôt, elles sont souvent matures un peu plus tôt. Donc voilà, c'est important de savoir chacun son rythme. Alors en ce qui concerne l'inattention pure, donc ce sont des enfants qui sont trop calmes et qui du coup n'attirent pas l'attention de l'enseignant notamment, et donc ils ne dérangent pas la classe, donc il n'est pas tellement repéré. Ça peut représenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 45% des TDAH, et donc il y a un retard de diagnostic très important. C'est souvent cette inattention qui est responsable du retard scolaire, puisque l'enfant a de multiples petites lacunes, il se concentre, et puis, pouf, il y a un bruit, il regarde ailleurs, il se met à penser à d'autres choses, à ce qu'il fera ce soir. Et donc, il écoute l'enseignant, mais en pointillé. Donc, il y a plein de petites lacunes, plein de petits trous. Et puis, c'est ce qui est responsable des erreurs d'étourderie aussi. Alors, sa mémoire de travail est déficiente. La mémoire de travail, c'est la mémoire instantanée qui va rester que quelques minutes et qui, si c'est une information que l'individu veut garder en mémoire, qui va passer ensuite dans des systèmes au niveau du cortex beaucoup plus profond. Donc par exemple, on vous donne un numéro de téléphone, vous retenez le temps de taper sur votre clavier et puis vous l'oubliez. Donc ces enfants-là ont une mémoire de travail déficiente. C'est pour ça que les tables de multiplication et choses comme ça, ils ont beaucoup de mal. Alors, le TDAH, je ne vais pas rentrer très en détail parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Il y a encore beaucoup de polémiques, mais au niveau de l'étiologie, c'est certainement il y a beaucoup de recherches et tout n'est pas encore découvert. C'est multifactoriel. C'est probablement un mécanisme aussi bien biologique que psychologique et que social. Donc on sait que dans 75% des cas, on va retrouver un autre membre de la famille atteint. Et pourtant, ce n'est pas purement génétique, parce qu'on sait que, par exemple, ce n'est pas parce que vous avez un trouble déficitaire de l'attention que vous avez 75% de risque d'avoir un enfant atteint. C'est probablement épigénétique, c'est-à-dire que ça fait intervenir de multiples facteurs, et notamment des facteurs exogènes, probablement pendant la grossesse. La prévalence de la population scolaire, 6-12 ans, se situe entre 2 et 5%. Elle est plus élevée chez les garçons, en gros à peu près 2 à 4 garçons pour une fille. Mais nous, ceux qu'on voit en consultation, ce sont plutôt ceux qui gênent, qui perturbent, dont on fait le diagnostic plus tôt, c'est-à-dire les garçons, parce qu'ils sont beaucoup plus bruyants. Donc on a 9 garçons pour une fille en consultation. Il faut savoir que 70% garderont le trouble à l'âge adulte. Et chez l'adulte, le trouble de l'attention, c'est extrêmement invalidant. Il y a souvent une procrastination, par exemple, c'est-à-dire le fait de repousser toujours à plus tard ce qu'on a à faire. Donc, on sait qu'il faut le faire, ça englue l'esprit, mais il y a toujours autre chose qui vient perturber l'attention et qui fait qu'on ne va pas remplir sa feuille d'impôt ou vider les poubelles ou n'importe. Donc, c'est un problème qui est neurodéveloppemental, comme l'a dit Sandra, c'est-à-dire que c'est absolument pas dû à la façon d'éduquer l'enfant. Donc ça, c'est pour aussi déculpabiliser un peu les parents.
Cet enfant, on l'appelle souvent le vilain petit canard. D'ailleurs, il y a une association de parents qui s'appelle Hyper Super. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici d'Hyper Super. Bonjour. Et du coup, ils ont un journal qu'ils appellent le vilain petit canard parce que ce sont des enfants qui mettent le bazar, quoi. Par contre, la façon dont on va éduquer un enfant ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité va énormément influencer l'adulte qu'il deviendra. C'est-à-dire qu'il faut, dès la petite enfance, mettre en place des stratégies qui vont lui permettre de se développer, de penser, de s'organiser, de planifier tout ce qu'il fait de façon différente aux autres enfants, par rapport aux autres enfants. Alors, je passe très vite sur les hypothèses éthiopathogéniques. Elles sont multiples. On sait qu'il y a des facteurs endogènes, génétiques, biologiques, cognitifs, puisqu'on sait que, par exemple, il y a un dysfonctionnement au niveau de la synapse, c'est-à-dire l'espace entre deux neurones. Il y a à cet endroit-là, pour transmettre l'influx nerveux, il faut des sécrétions de neuromédiateurs. C'est les petites boules jaunes qui contiennent des neuromédiateurs verts qui vont se fixer sur des récepteurs post-synaptiques. Et on sait qu'à cet endroit-là, chez ces enfants-là, il y a un problème dans le relargage et la recapture, notamment des catécholamines et notamment de la dopamine. Il y a aussi un dysfonctionnement au niveau des structures cérébrales qui assure la sélectivité et le maintien de l'attention. Et ça fait intervenir beaucoup de parties du cerveau, y compris le cervelet, les fonctions frontales, le lobe frontal où il y a tout ce qui est contrôle attentionnel, mais tout ça, ce sont des circuits neuronaux. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a des causes exogènes, notamment environnementales, les métaux lourds, les pesticides. Probablement que tout ce que nous pressentons, tout ce qui est au niveau de la recherche, n'est que la partie immergée de l'iceberg, parce qu'il y a probablement énormément de facteurs environnementaux, écologiques, alimentaires qui interviennent pendant la grossesse. Après, il y a aussi des hypothèses psychopathologiques. Alors, moi en tant que médecin, j'ai toujours la démarche diagnostique pour arriver au diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comme tout médecin, c'est toujours le même principe, interrogatoire, examen clinique. Cela va viser à vérifier déjà si cette agitation est anormale pour l'âge, vérifier si le sommeil, l'appétit, le comportement à la maison, avec les camarades, à l'école, les colères, la tolérance à la frustration, qui est quand même le seuil est très bas chez ces enfants-là, qui font des grosses colères en général. Donc son développement moteur, etc. L'examen clinique. Ça va me permettre surtout d'éliminer ce qui n'est pas un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, comme vous l'a présenté Sandra. C'est pour ça qu'on l'a mis en dernier dans Mon enfant est inattentif, parce qu'il y a de multiples causes. Alors je ne reviens pas dessus. Rechercher un retard mental, un retard psychomoteur. On recherche toujours aussi une carence martiale, ça vous l'avez peut-être vu pour ceux qui s'intéressent au sujet. Ce n'est pas une cause de TDAH, mais une carence en fer aggrave le trouble. Parfois, ça peut être une maladie chronique. Parfois, ça peut être un trouble psychiatrique, comme les dysharmonies évolutives. Ce sont des maladies psychiatriques avec une grande instabilité, une agressivité, une intolérance aux frustrations. On est plus près de... ce sont des troubles psychiatriques, notamment, il y a aussi les troubles envahissants du développement, comme l'autisme, etc. Il faut s'intéresser aux conditions socio-éducatives, car si elles sont carencées, c'est pareil, l'enfant ne va pas être attentif parce qu'il a d'autres problèmes dans la tête. Bien évidemment, le trouble de sommeil, on ne le répétera pas assez, c'est la première cause d'inattention. Et il faut bien sûr éliminer un problème sensoriel, Sandra l'a dit. Donc, si on en revient à notre TDAH, il faut une triade obligatoire: inattention, impulsivité et hyperactivité, plus ou moins combinés. Ce trouble a démarré avant l'âge de 7 ans et il survient dans toutes les circonstances de la vie. Alors, pour y arriver, il y a l'examen clinique, mais moi j'ai juste éliminé les autres choses, je n'ai pas fait de diagnostic pour l'instant. Alors, il y a des questionnaires qu'on remet aux parents et aux enseignants. Comme ça, on voit la double vision par rapport à l'enfant. Donc, plusieurs questionnaires.
Le plus utilisé, c'est le questionnaire du DSM-4. C'est un questionnaire américain qui a été traduit en français, réaménagé par rapport à notre culture, qui recherche les critères d'inattention, hyperactivité, impulsivité. Je vais vous le montrer tout de suite après. Et puis d'autres questionnaires, notamment le questionnaire de Conners, qui est plutôt intéressant pour éliminer d'autres troubles et pour éliminer de l'angoisse, et qui permet surtout de repérer l'hyperactivité, plus que l'inattention. Alors, voilà le DSM-4. Donc, on a la colonne, dans la colonne 1 d'inattention, on a 9 items. Il en faut au moins 6 sur 9 pour dire qu'il y a un trouble de l'attention. Alors, je vais rapidement. Ne prête pas attention aux petits détails, fait des fautes de tournerie, a du mal à soutenir son attention, ne semble pas écouter, ne se conforme pas aux consignes, a du mal à s'organiser dans ses travaux, perd les objets nécessaires à son travail, a en aversion les tâches nécessitant un effort mental soutenu, a des oublis fréquents dans la vie quotidienne, il oublie je sais pas, son cartable, son cahier, etc. Il se laisse distraire par des stimuli externes. Donc au moins 6 sur 9 dans cette colonne-là, au moins 6 sur 9. Après, vous avez une deuxième colonne où il y en a 5 et 3. Hyperactivité, remue les mains, bouge, parle trop souvent, court, grimpe partout, a du mal à se tenir tranquille dans les jeux. Et impulsivité, laisse échapper la réponse à une question qui n'est même pas encore posée. Il répond alors que la maîtresse n'a pas fini de poser la question. A du mal à attendre son tour, interrompt les autres, fait interruption de les conversations, coupe la parole. Donc ça, il en faut pareil au moins 6 sur les 9. Donc, ça, c'est un questionnaire. Ça nous dit juste qu'il est inattentif, qu'il est hyperactif, qu'il est impulsif. Ça ne fait pas le diagnostic non plus. Ensuite, il me faut rechercher les comorbidités. Car uniquement dans 31% des cas, on a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pure, isolée, sans autre trouble. En général, il y a autre chose avec. Alors, ça peut être des troubles de l'humeur. 75%, on vous a dit qu'il y a des enfants qui très vite se mésestiment, sont malheureux, pas compris à l'école, donc très vite ils sont tristes. Des tics, beaucoup de tics, alors il y a même le syndrome de Gilles de la Tourette, là c'est des tics un peu particuliers, mais ce sont des enfants qui ont fréquemment des tics. Ils ont dans 35% des cas des difficultés scolaires associées, et Camille vous en parlera après au niveau de l'orthophonie. C'est difficile de savoir si c'est une dyslexie avec un enfant qui n'est pas attentif ou si c'est un trouble déficitaire de l'attention qui a un retard scolaire uniquement parce qu'il n'est pas attentif. C'est assez compliqué. Et c'est très important de faire le bon diagnostic. Les troubles oppositionnels et les provocations, ça c'est plus les grands, mais ça peut aller jusqu'à 60% des cas. Ils s'opposent, ils sont pas... voilà, ça... L'anxiété, 30 à 40% des cas. Les troubles obsessionnels et compulsifs, jusqu'à 10 à 15% des cas, des enfants qui ont des obsessions, ou même au niveau compulsif, on le voit chez l'adulte, ce sont les achats compulsifs. D'un seul coup, c'est les soldes, ils vont acheter 50 trucs et puis ils n'ont plus rien sur le compte en banque. Et enfin, les troubles des conduites, ça c'est beaucoup plus les adolescents, et c'est notamment le problème, c'est que très vite va s'associer une opposition et ensuite des troubles des conduites. Troubles des conduites, c'est aussi bien toxicomanie que mise en danger sur la mobilette, etc. Alors, pour faire le diagnostic, j'ai besoin d'examens complémentaires dont on va vous parler, dont Sandra va vous parler, entre autres. Mais on a choisi d'aller assez vite sur le diagnostic. On a absolument besoin d'examens neurocognitifs faits par des neuropsychologues. Premier type d'examen, le bilan psychométrique, vous connaissez sous le test de QI en gros, qui permet d'évaluer, déjà d'éliminer un retard mental, une précocité, ou même de repérer certaines psychopathologies. Et puis ça donne aussi des arguments en faveur du TADA. Certains items sont plus perturbés quand il y a un trouble déficitaire de l'attention. Ensuite, des tests plus étalonnés, ciblés purement sur l'attention, qui vont étudier ces différents types d'attention dont je vous ai parlé tout à l'heure, focalisée, sélective,
les doubles tâches, la flexibilité mentale, l'attention soutenue. Et ça aussi, ce sont des neuropsychologues qui font passer ces tâches, ces tests, pardon, ou certains psychomotriciens. Donc ça va permettre de confirmer, enfin, de vraiment aider au diagnostic, parce qu'on va repérer, bien confirmer qu'il y a un trouble de l'attention. Après, ben, c'est au médecin de voir si ça rentre, ce trouble de l'attention, vraiment dans un trouble déficitaire spécifique ou si c'est un autre problème. Et de voir quels sont des domaines aussi qui fonctionnent bien pour des conseils au niveau de la prise en charge. Voilà. Alors, donc en gros, ce trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, c'est un diagnostic d'exclusion quand on a éliminé tout le reste. Donc l'existence de cette triade symptomatique permanente, envahissante, dans plusieurs situations, aussi bien à l'école qu'à la maison avec les camarades, qui n'est pas expliquée par une pathologie chronique, par une médication, un traitement, par une pathologie psychiatrique ou un retard mental, suggère, j'ai bien dit suggère, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Maintenant, on cherche les manifestations associées. Donc, comme je vous ai dit, les comorbidités, etc. Donc, pour vous résumer, en gros, ils ont un trouble de la concentration, avec la difficulté d'inhiber les stimuli extérieurs et les choses inutiles. Une impulsivité aussi bien verbale, ils parlent comme ça, ils coupent la parole, ils ne réfléchissent pas avant de parler, comportementale et compulsive. La bougeotte, qui bouge tout le temps, aussi bien sûr physiquement, mais aussi une impatience qui peut être physique, le fait d'avoir vraiment besoin de bouger, de ne pas tenir en place, de ne pas tenir sur sa chaise, mais aussi une impatience, ils n'arrivent pas à attendre, et au niveau, une bougeotte des idées, il y a toujours des idées en route qui ne vont pas aboutir. Ils ont une pensée qui est en général non conventionnelle. Alors ça, c'est un avantage parce qu'ils sont créatifs, ils ont beaucoup d'idées, et c'est un inconvénient parce qu'ils ne sont absolument pas compris, notamment pas compris par les camarades et par l'enseignant. Ils ont toujours des idées qui ne sont pas ce que l'enseignant attend. Ils ont, comme je vous l'ai dit, une mémoire de travail à court terme qui n'est pas efficace. Par contre, la mémoire à long terme fonctionne bien. Donc, toutes les petites blessures du quotidien, les petites réflexions, ils ne les oublient pas. Donc, ça crée... Ils ont une insatisfaction. Comme je vous ai dit, il y a une intolérance à la routine. Ils ne supportent pas le train-train, ils ne supportent pas de faire les devoirs. Ils ont un besoin de déplacement, de variété. Et surtout aussi, ils ont un besoin de récompense immédiate. Ça, c'est vraiment important. Ils n'arrivent pas à se projeter. Si je travaille bien, j'aurai un bon bulletin à la fin du trimestre. Non, il y a besoin que immédiatement ils ont fait quelque chose de bien, la maîtresse, l'enseignant. Ah ben, ça c'est bien. Ah, ça oui, ça leur va. Mais le soir, le lendemain, c'est pas la peine. Ils ont des sautes d'humeur. Et donc ça crée des conflits entre les personnes, avec leurs camarades, avec les enseignants, avec les parents, avec des sautes d'humeur, qui viennent aggraver leur inattention. Ils ont un mal fou à gérer le temps, puisqu'ils n'arrivent pas à planifier, à faire leur flexibilité mentale. Donc, ils ont une estimation erronée du temps, ils pensent toujours qu'ils vont avoir le temps de le faire. Et donc, la nécessité de leur apprendre à prioriser, à s'organiser, à planifier tout ce qu'ils veulent faire. Donc, du coup, la procrastination, j'en parlais tout à l'heure, c'est plus l'ado et l'adulte, mais on pousse toujours. Tout ce qui est tâche ennuyeuse, on va repousser à demain. Et du coup, il y a une mésestime de soi qui s'installe petit à petit, d'autant plus qu'on a quand même, dans l'ensemble de ces enfants, on a aussi pas mal de comorbidités. Donc, quand vous rajoutez en plus une dyslexie, une dyspraxie, ou une précocité qui est assez fréquente aussi, en gros, ils ont un plein potentiel, tout le monde leur dit « mais t'es capable », et puis ils n'y arrivent pas, si on ne les aide pas. Donc, pour eux, réussir, c'est quasiment impossible. Donc, le retentissement, c'est mon rôle aussi, de voir le retentissement de ce trouble. Voilà, je ne vais pas rentrer, il dépend des facteurs environnementaux, du type d'enseignant, des adaptations scolaires mises en place, de la famille, de l'âge, du sexe, des comorbidités. Donc, on étudie le retentissement familial, puisque en général, alors, surtout s'il y a une hyperactivité associée, il y a une famille épuisée, coupable, qui se sent totalement impuissante. Le retentissement scolaire avec, si vous avez un trouble de l'attention soutenue, un dysfonctionnement exécutif, un soin peu précis, un graphisme un peu brouillon, et puis qu'en plus vous êtes peu soucieux d'une récompense si elle est différée,
et que vous avez une hyperactivité et que vous vous levez 3 fois de votre chaise pendant qu'on vous parle, bah, en gros, vous avez des difficultés scolaires obligatoires. Et puis émotionnelles, avec l'altération de l'estime de soi, le sentiment d'isolement. Donc moi, mon rôle, c'est juste de repérer les signes de gravité pour prioriser les prises en charge, voir l'intensité des symptômes, l'agressivité, la précarité repérée aussi selon les familles, parce que toutes les familles ne peuvent pas cadrer et aider cet enfant. Les antécédents familiaux aussi, quand il y a eu des troubles lourds dans la famille. Donc mon rôle, c'est de choisir les implications thérapeutiques. Je ne vais pas rentrer dedans puisque les collègues vont le faire. Fonction de la forme clinique, du retentissement et des comorbidités. Donc, essentiel par contre, mettre en place, en lien avec l'école, avec le médecin scolaire, éventuellement soit un PAI, soit beaucoup mieux une équipe éducative où on explique aux enseignants ce qui se passe dans un projet personnel de réussite ou PPSE, enfin PPS, voilà, projet personnel de scolarisation. Donc, il faut plusieurs branches, l'aider à se concentrer, l'aider à s'organiser, l'aider pour limiter son agitation, l'aider dans ses relations avec ses camarades, l'aider pour limiter son côté impulsif. Alors, je ne vais pas, pour avancer, je ne vais pas, voilà, c'est très vaste. Donc, je passe très vite. Si des enseignants veulent, je pourrais leur donner. Moi, je vous dis juste un petit mot, mais vous avez du méthylphénidate, qui est un médicament, qui est une amphétamine qui augmente la concentration des monoamines dans la fente synaptique et donc qui permet d'augmenter la vigilance. Ce n'est qu'une aide et ça ne doit pas être utilisé sans mettre en place les mesures thérapeutiques associées. J'insiste vraiment là-dessus. Il ne faut pas attendre beaucoup de la pilule miracle. Si vous ne mettez pas le reste à côté, ça ne sert à rien. Deuxièmement, c'est interdit avant 6 ans, puisque en gros, c'est pour les enfants pour lesquels le trouble retentit fortement, notamment sur la scolarité. Ça agit très bien dans les 2 premières années sur le comportement agité, sur le graphisme, sur la concentration en classe, à condition que l'enseignant ait compris et que les adaptations scolaires soient en place. Ça agit beaucoup moins sur les angoisses et les troubles du comportement, anxiété, troubles obsessionnels, etc. Puisque vous avez vu que c'était des comorbidités et pas le trouble déficitaire de l'attention, et que c'était des complications à la limite. Voilà, et il n'est prescrit en France aussi bien le diagnostic que la prescription initiale de ce médicament doit être fait par des centres hospitaliers référents, des médecins hospitaliers. Ceci a pour but de protéger des excès. Voilà, je vous remercie de votre attention. Excusez-moi, je peux me permettre de... Bien sûr, oui. Ce médicament, la Ritaline, oui. Quand on commence à le donner à un enfant, est-ce que c'est pour 1 an, 2 ans, ou est-ce que ça peut être... Alors, en général, c'est pour 1 an ou 2. De toute façon, son efficacité, on la voit assez rapidement. Dans les 15 jours, on a une efficacité. Comme je l'ai dit, c'est que s'il y a le reste à côté. Et si vous ne mettez pas le reste à côté, ça ne va pas fonctionner. Enfin, ça va, je vois des enfants qui sont, ça fait déjà assez longtemps qu'on l'utilise, des enfants qui sont depuis 10 ans sous ce psychostimulant. Hein. Ils sont depuis 10 ans et n'ont pas de prise en charge à côté. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc on le maintient. Mais le but, c'est quand même de permettre à l'enfant de trouver des stratégies pour... tu peux mettre ton diapo pendant ce temps. De trouver des stratégies pour qu'il puisse évoluer, puisque je vous dis, ça va rester à l'âge adulte aussi. Donc le but de cette conférence est de vous montrer qu'il y a des stratégies d'éducation, il y a des prises en charge, et que ça nécessite vraiment, on est au niveau des balbutiements des prises en charge, mais que voilà, juste le médicament tout seul... on pourra, oui...